bienvenue tout le monde pour la séance du Conseil municipal, la séance régulière, cette fois-ci, 2 décembre. On va vous présenter tout à l'heure un calendrier, parce qu'on a de nombreuses rencontres de conseil dans le courant du mois de décembre. On va pouvoir vous expliquer ça. Un élément avant de rentrer dans l'ordre du jour dont je voudrais vous faire part, on est actuellement dans les journées contre la violence faite aux femmes. Déjà depuis quelques années, la municipalité s'était déclarée municipalité contre la violence faite aux femmes dans une résolution officielle. On trouve que c'est un élément important à souligner d'année en année. Donc, chose faite. Oui. Oui, merci. Oui, je vais te faire ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Ah, Jean, c'est correct aussi dans le contexte. Parfait. Donc, on va y aller avec la présentation de l'ordre du jour à partir de maintenant. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on en a un seulement, celui du 11 novembre dernier. En administration, gestion budgétaire et approbation des comptes, suivi du dépôt des états comparatifs 2023-2024, deuxième tableau. Ce sera suivi de la période d'information du public sur les sujets à l'ordre du jour. En législation, 6.1, l'adoption du règlement 332 sur la régie interne des séances de conseil. Le 6.2, l'adoption du règlement 333 modifiant le règlement 276 sur les règles de gestion contractuelle. 6.3, directive d'utilisation de la langue française. Ça va être suivi en 7 au niveau ressources humaines. On va parler du poste de direction générale. En 8, au niveau des affaires courantes, 8.1, renouvellement du contrat du Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Forfait, service première ligne, avis juridique, année 2025. En 8.3, l'autorisation de signature pour les représentants municipaux auprès de Desjardins. En 8.4, calendrier des rencontres pour décembre. En point 9.1, demande de dérogation mineure pour le 73-65 route Marie-Victorin. Ça va être suivi en 10.1 de l'entente intermunicipale d'entraide mutuelle en cas d'incendie et intervention d'urgence. Puis en 10.2, la facturation aux municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. En 11.1, acquisition du lot 58-77-178, un tout petit triangle au point de la route commerciale et de la route Saint-Jean-Baptiste. On va vous présenter ça tout à l'heure. En 12.1, projet d'acquisition d'un tracteur compact. Et il n'y a rien en hygiène du milieu. En 14.1, vente de la chenillette. Puis, ce sera par la suite le varia, la période des questions du public et la clôture élevée de la séance. Avez-vous des questions, commentaires par rapport à ça? Sinon, proposeur de secondaire, s'il vous plaît. Nadine et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre dernier. Vous avez reçu le procès-verbal en question. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires, des modifications à faire apporter? Si tout est conforme, proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Marin, appuyé. Nadine, ça va? Et on est rendu en 4 points, la gestion budgétaire et approbation des comptes. C'est un point qui va être très court. Ce point-là, on va le faire à la séance extraordinaire du 9 décembre prochain. Ce soir, on n'a pas toutes les données qui sont encore en main. On va donc passer maintenant en 4.2, dépôt des états comparatifs 23-24, deuxième tableau. On se rappellera que lors de la dernière séance, on avait présenté un premier tableau qui nous présentait les états comparatifs au 30 septembre pour l'année 23 et l'année 24. On doit maintenant vous présenter le deuxième tableau, celui qui nous donne les résultats de 2023, et on les compare avec ce qu'on pense faire, ce qu'on pense qu'on va atteindre pour 2024. Donc, le tableau nous montre ceci. Le budget adopté pour 2023 était de 2 228 837 $. Pour 2024, 2 377 618. On avait des revenus en 2023 de 2 300 317. Et en 2024, on escompte des revenus de 2 369 149 à jour. Les dépenses avant affectation pour 2023, 2 215 000. Pour 2024, 1 999 154. On avait des affectations en 23 pour 85 486, des affectations en 24 pour 168 076, pour un résultat après affectation en 2023 de 39 834 et en 2024 de 208 219. Ça, c'est les prévisions qu'on a à ce temps-ci. C'est des documents qui sont déposés par la direction générale, le greffier trésorier adjoint, actuellement. Avez-vous des questions par rapport à ça? Aucun. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour le dépôt, s'il vous plaît. Marin et Philippe, ça va pour tout le monde? Merci.
On est rendu donc à la période d'information et commentaires du public sur les sujets à l'ordre du jour. Est-ce qu'on avait des éléments? Non, on va donc poursuivre immédiatement avec les points suivants. On est rendu en 6.1 à l'adoption du règlement 332-224 sur la régie interne des séances du conseil municipal. Donc, il y a eu des modifications. On a fait le dépôt de ça. On a adopté le projet de loi avec l'adoption et le dépôt du projet, je devrais dire, lors de la dernière séance. C'est pas beaucoup de changements à l'intérieur de ça. Ce qu'on est venu principalement ajouter, c'est la possibilité, lors des séances extraordinaires, de pouvoir participer à distance. Si quelqu'un ne peut pas, il y a des conditions, si quelqu'un ne peut pas le faire pour des raisons liées à sa sécurité ou s'il n'est pas en état de santé pour pouvoir le faire, dans les cas d'adoption aussi ou de naissance, de grossesse, c'est des choses qui peuvent être permises. Donc, on est venu rajouter ces éléments-là au règlement qu'on a actuellement au niveau de la municipalité. Le modèle de règlement qu'on a pris, c'est celui qui va être utilisé par beaucoup de municipalités au Québec. C'est un modèle qui nous a été proposé par la Fédération québécoise des municipalités, puis qu'on a mis tout simplement à notre couleur. Aviez-vous des questions entre-temps sur ce règlement-là actuellement? Non, il n'y a absolument rien. Sinon, j'ai besoin d'un proposeur secondaire pour adopter le règlement 332. Robert, appuyé de Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 6.2, c'est aussi l'adoption d'un règlement, le 333, qui modifie le règlement sur la gestion contractuelle. Celui-là aussi, c'est pour une modification légale qui a été faite. Dans les cas de contrat de gré à gré ou encore dans les cas d'invitation, on doit favoriser autant que possible des entreprises du Québec ou du Canada. Je vous dirais qu'à Loup-Binière, les entreprises internationales sont assez rares, qu'on va avoir dans nos soumissions, mais la loi nous exige quand même de le mettre à l'intérieur de notre règlement. Donc, on doit faire la modification à l'intérieur des articles 2.81, 2.82 du règlement. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Robert et Marin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Et on arrive à 6.3. L'article 29.15 de la Charte de la langue française vient nous dire que les organismes d'administration auxquels s'applique la politique linguistique de l'État doivent adopter une directive dans ce sens-là. La municipalité fait bien sûr partie de ces organisations-là qui doivent adopter une directive sur l'utilisation de la langue française. Toutes les municipalités, toutes les MRC doivent le faire aussi. On le fait à la MRC mercredi dernier. Donc, dans notre cas, la directive est quand même très, très simple. C'est tout simplement de signaler que la municipalité de Loup-Binière fait l'ensemble de ses communications en français, sauf dans de très rares exceptions où l'anglais pourrait être utilisé. Mais on fait toutes nos communications. Et la résolution qui sera passée, dont vous avez vu le libellé dans vos cahiers, va être carrément la directive en question. Cette directive-là va devoir être affichée sur le site Internet de la municipalité et on va devoir vous en envoyer à vous et à chacun des employés une copie pour que ce soit officiel envers tout le monde. Donc, on vient se mettre encore là aux normes par rapport aux éléments linguistiques au niveau de la Charte de la langue française. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Non. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour la langue française. Philippe et Robert, ça va pour tout le monde? Superbe. Et on est déjà rendu en 7.1 avec poste de direction générale. Écoutez, tout le monde sait que M. Taillefer, le directeur général par intérim, a terminé son mandat le 29 novembre dernier. On avait fait affaire avec la FQM pour voir si on pouvait avoir un autre directeur général par intérim qui venait de la liste de directeurs de la Fédération québécoise des municipalités. Par contre, après 2 semaines, il n'y a personne qui a levé la main. Donc, on serait rendu à l'étape suivante, donc aller en appel public pour avoir des nominations, des candidatures pour un poste de DG. Le poste de DG serait nommé pour une durée indéterminée. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Bien sûr, on ferait comme à l'habitude, on mandaterait le comité de dotation pour pouvoir procéder là, à la démarche comme on l'avait fait dans les autres fois. Questions, commentaires? Non, ça va pour tout le monde. Proposeur à ce moment-là, Nadine et Philippe qui font les propositions. Donc, on va s'enclencher rapidement sur le processus. Bon, 8.1, dépôt du renouvellement du contrat Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Dans le fond, c'est un dépôt tout simplement qu'on vous fait. M. Taillefer, avant son départ, a déjà signé les documents pour le renouvellement du fonds d'assurance. Tout est réglé de ce côté-là. Par contre, c'est important qu'on le dépose ici, qu'on vous signale que dans les documents qui nous ont été donnés pour l'année prochaine,
on augmente la valeur des bâtisses de la municipalité de 4 pour éviter, là, parce qu'on doit maintenir un 80 de valeur minimale à l'assurance. Donc, c'est ajusté en fonction de 4 Et on nous avise que quand on va avoir nos nouveaux budgets, nos nouveaux montants de nouvelles primes, je devrais dire, les hausses devraient être de 6 à 10 C'est ce qu'on nous signale de le prévoir comme ça à l'intérieur de nos budgets pour l'année prochaine. Ça va? Avez-vous des questions, des commentaires sur les documents en question? Sinon, proposeur secondaire pour le dépôt encore là, s'il vous plaît. Nadine, puis le marin. Ça va pour tout le monde? Toujours. Merci. Et on est rendu en 8.2. Donc, pour 2025, on doit renouveler notre forfait de service première ligne avec notre cabinet d'avocats avec lequel on travaille depuis déjà de nombreuses années, le cabinet Laverie. On a l'habitude de travailler en prenant le forfait classique la plupart du temps. L'année dernière, on avait pris le forfait de base, mais je vous proposerais de revenir avec le forfait classique dans le contexte d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le maire et la personne qui est à la direction générale ou son remplaçant peut avoir par téléphone contact avec les gens là-bas pour avoir des conseils au besoin. C'est la vérification des procès-verbaux, voir si légalement tout est correct à l'intérieur. C'est des avis juridiques simples selon les circonstances, les vérifications des règlements qu'on fait. On peut leur envoyer des règlements, ils passent rapidement de là pour voir s'il n'y a pas de coquilles. Et ça comprend également une rencontre de formation annuelle sur un sujet déterminé par le conseil municipal. Donc, ça peut être sur des normes de développement économique, ça pourrait être sur n'importe quel sujet qui, pour nous autres, a une importance particulière. Donc, on a une soirée de formation spécifique là-dessus. Le montant du forfait classique est de 1 200 $. Avez-vous des questions, des commentaires? Ce n'est pas la première fois qu'on a ce forfait-là. On le connaît déjà très bien. Si vous n'avez pas de questions, de commentaires, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Philippe vous la propose, appuyé par Nadine. Ça serait correct pour tout le monde? Oui. Super. Et on continue en 8.3 avec l'autorisation de signature pour les représentants municipaux auprès de Desjardins. Donc, c'est le temps des fêtes. C'est super. Donc, c'est ça. On arrive au moment où on doit autoriser différentes personnes à faire les signatures, notamment auprès de la Caisse des Jardins. On sait que le maire est déjà mandaté de ce côté-là. Avec le départ de notre greffier trésorier par intérim, donc on doit mandater Mme Lamotte, qui est notre greffière trésorière adjointe, pour pouvoir signer tous les documents de la municipalité, que ce soit des documents administratifs ou des documents financiers. On renouvellerait en même temps l'autorisation pour Mme Sabrina Bédard également, qui est adjointe à la trésorerie. Marion, merci. Qui est à la trésorerie. L'autre, c'est ma belle-fille. Puis enfin, on renouvellerait également la signature pour le maire suppléant, M. Philippe Jean, dans le cadre de mon absence, si ça devait arriver. Avez-vous des questions? C'est l'administratif de base, là, dans le fond. Avez-vous des questions par rapport à ça? On se remet à jour, tout simplement. Proposeur secondaire, à ce moment-là, par Robert, appuyé de marin. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.4, calendrier des rencontres de décembre. Je vous disais qu'on avait de nombreuses rencontres en décembre. Effectivement, on a celle de ce soir, la régulière. On va procéder avec d'autres rencontres, 4 autres rencontres qui sont des rencontres extraordinaires. La première va se tenir le 9 décembre prochain. Cette rencontre-là, le sujet principal, c'est tout simplement l'adoption des taux d'intérêt de l'emprunt qui a été fait pour des 2 emprunts, je devrais dire, qui sont faits dans le cadre du développement domiciliaire. Le gouvernement du Québec va recevoir, lui, l'offre des différentes entreprises financières qui ont déposé une offre, en font l'analyse, nous envoie ce document-là dans l'après-midi en nous signalant laquelle des entreprises financières, des institutions financières est retenue. Et on doit tout simplement faire entériner de façon finale cet élément-là. Ce qu'on voit actuellement, j'ai hâte de voir dans notre offre à nous autres, depuis quelques mois, on voit que Desjardins est très agressif et a eu beaucoup de contrats qui leur ont été accordés dans les derniers temps. Donc, ça va être le sujet principal, l'adoption du taux d'intérêt pour régler les emprunts de façon finale. Le lendemain de cette séance-là, on doit retourner notre autorisation immédiatement au ministère pour qu'ils puissent procéder au niveau des contrats, lancer le tout avec l'institution financière.
Par la suite, on s'en va au 16 décembre où on aura une séance extraordinaire pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Et par la suite, toujours le 16, on aura une deuxième séance extraordinaire, celle-là pour l'adoption du budget et des règlements de toute taxation et services. Pourquoi deux rencontres? On l'explique à chaque année. C'est simplement que le code municipal nous oblige à le faire comme ça. On ne peut pas faire le plan triennal d'immobilisation et le budget dans la même rencontre. Donc, on peut les faire dans deux rencontres collées. Ça, le code ne l'empêche pas. Donc, on doit, pour être en norme, on fait une rencontre, on ferme la rencontre et on roule la suivante pour procéder avec le budget à ce moment-là. Donc, deux rencontres tenues le même soir. Et 2 jours plus tard, donc, dernière rencontre du mois de décembre pour l'adoption du règlement sur les taux de taxation. On a déposé le budget, on a déposé l'avis de motion et le projet de règlement sur les taux de taxation. On est obligé d'attendre un délai de 2 jours pour pouvoir faire l'approbation finale. Donc, c'est la même mécanique qu'on voit à chaque année de ce côté-là. Là, on a toute notre série de rencontres extraordinaires qu'on doit tenir. Aviez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? C'est un point d'information. Bien sûr, tout ça sera mis sur le site Internet de la municipalité. On va donc poursuivre en 9.1 avec une demande de dérogation mineure. Notre seul dossier ce soir au niveau de l'aménagement, urbanisme et ruralité. Donc, dérogation mineure pour le 73-65 Marie-Victorin. Donc, c'est le requérant qui dépose une demande de dérogation mineure pour augmenter l'activité agricole au niveau de son cheptel laitier qui est situé sur le lot 58-78-083. On a un dossier qui a été très bien monté, rapport d'ingénierie réalisé le 31 octobre par Louis Terrien et Luc Robitaille, qui nous présente l'augmentation de l'activité agricole, qui précise les distances à apporter au niveau des distances séparatrices pour les odeurs. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on doit faire la dérogation mineure. On nous signale qu'à l'intérieur de tout ça, c'est 6 propriétés, 6 maisons autour de la ferme qui sont touchées par la dérogation mineure en question. Ils sont plus près sont plus proches que ce que la loi donne en termes de distance. On a reçu des lettres signées de chacun des 6 propriétaires concernés qui sont en accord avec les travaux de la ferme, avec l'agrandissement du cheptel au niveau de la ferme. Donc, du côté des propriétaires, il n'y a aucun problème. Et à ce jour, on n'a reçu aucun avis contraire non plus suite à l'avis de dérogation mineure qui avait été publié. Dans ce cadre-là, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure. Aviez-vous des questions ou des commentaires à fournir sur la dite demande? Sinon, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour accepter la demande. Philippe en fait la proposition. Ça va être appuyé de Marin. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Pardon. On est rendu en 10.1, entente intermunicipale d'entraide mutuelle en cas d'incendie et d'intervention d'urgence. Dans le fond, c'est un renouvellement d'une entente qui se fait avec, on est 16 municipalités qui avons des services d'incendie et on travaille tout le monde ensemble. Donc, on peut appeler en entraide une autre municipalité quand on a un incendie plus important. L'entente prévoit aussi comment vont être remboursées les différentes dépenses qui se font à l'intérieur d'un élément comme celui-là. C'est des ententes qui se renouvellent à chaque année de façon automatique, à moins qu'une des municipalités, 3 mois avant la fin de l'année en question, signale officiellement son intérêt de se désaffilier de l'entente. Très rapidement, les coûts d'utilisation des équipements matériels et des salaires. Donc, quand on fait un appel à une équipe d'une autre municipalité, les salaires qu'on paie au niveau des pompiers, c'est les salaires qui sont payés par la dite municipalité qui sont comprises à l'intérieur de ça. Ça, c'est toujours pareil. On respecte bien sûr les normes légales, même si les pompiers débarquent pour une demi-heure, on est obligé de payer 3 heures tout le temps. Ça, c'est normal du travail, on n'a pas le choix. Donc, ça fait partie de l'entente quand même. C'est vrai pour les officiers, c'est vrai pour les pompiers. Si on utilise les bonbonnes d'air d'une autre municipalité, on paie la recharge, ce qui est tout à fait normal. OK? C'est la même chose pour l'utilisation de la mousse. Si on devait utiliser de la mousse, des contenants de mousse d'une autre municipalité, ils nous sont facturés au prix que nous payons normalement. Et si on dépasse 4 heures pour les pompiers en opération, 4 heures, c'est à partir du cadre, jusqu'au moment où les pompiers ont fini le travail en caserne après, parce qu'après l'incendie, les pompiers ont quand même
pas mal de jobs à faire. On retourne, on nettoie l'équipement, on prépare les camions, on les charge prêts. S'il y a une autre intervention qui arrive dans les prochaines heures, l'équipement doit être prêt à intervenir. Donc, les pompiers ont quand même une bonne petite période de travail à faire après un incendie ou une intervention à faire. Donc, s'il y a un 4 heures, il y a un repas qui peut être payé pour les pompiers qui sont en entraide. Pour les coûts des différents équipements, une sortie d'autopompe, c'est 75 de l'heure. Camion-citerne, unité de service, poste de commandement, c'est la même chose. Si on nous demande l'utilisation d'un véhicule hors route, mais pas en intervention hors route, qu'on aurait besoin sur place, il est à 75 également. Le camion échelle, 300 pour la première heure, 200 par la suite. Les pompes portatives à 25 les mâchoires de vie à 150 tout comme l'équipement d'intervention en route lors d'une intervention en route et tous les équipements de sauvetage vertical ou encore les équipements en espace clos. C'est tous des équipements qui sont à 150 au niveau de la sortie. Et ça, c'est la même chose pour toutes les municipalités qui sont concernées à l'intérieur de l'entente. Avez-vous des questions ou des commentaires sur cette entente-là? Fonctionne très bien, soit dit en passant. Je pense qu'il y a une belle synergie de façon générale entre les corps de pompiers par rapport à ça. Donc, sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour renouveler l'entente. Philippe et Nadine, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Et on passe maintenant en 10.2, facturation de municipalité au niveau de la Sûreté du Québec. L'ensemble des municipalités du Québec ont reçu à ce jour leur facture pour mettre dans leur budget 2025 au niveau de la Sûreté du Québec. Du côté de l'Aude-Lumière, on a une hausse qui est très raisonnable cette année, c'est 2,57 notre hausse de facturation au niveau de la Sûreté du Québec. C'est très, très bien. La moyenne des augmentations au Québec sont autour de 6,47 On n'est pas la seule municipalité à avoir un taux bas. Mais si on a une moyenne à 6,47, ça veut dire qu'il y a des municipalités qui, elles, ont un taux pas mal plus élevé. Dans certains cas, j'ai entendu parler de taux de 10, 12 et 15 d'augmentation de leur facture de police, ce qui est énorme. Si je vous fais un petit retour en arrière très rapidement, en 2019, le gouvernement du Québec a décrété que les municipalités, à l'avenir, devraient payer 50 des factures de la police. OK? Eux continueraient d'assumer 50 et il y a eu une entente transitoire qui s'est faite de 2019 et qui va se terminer en 2025. Dans cette entente transitoire-là, bien, tranquillement, on passait le flambeau et on avait une entente planchée à 2 pour l'augmentation annuelle pour chacune des municipalités et un plafond à 7 Donc, un des premiers éléments de la résolution qui nous est demandée par la FQM ce soir, c'est de demander au gouvernement du Québec de respecter cette entente-là qui avait été prise et que les municipalités qui ont reçu des factures supérieures aux 7 soient ramenées. Deuxième élément, vous comprendrez qu'on est un peu inquiet au niveau municipal. En général, la facture de la Sûreté du Québec dans le monde municipal pour cette année frôle les 445 millions de dollars. Puis, on n'a pas un mot à dire sur ce qui se passe, comment c'est géré, quelles sont les augmentations qui leur sont accordées, etc. Fait on voudrait procéder comme on avait fait avec le ministère des Transports il y a plusieurs années, où on demanderait au ministre de la Sécurité publique, cette fois-ci, de faire une étude par une firme indépendante pour voir comment on peut retravailler l'ensemble de la facturation et des services de la Sûreté du Québec. Dans le cadre du GMTQ, ça nous a amené une entente qui était plus avantageuse pour le monde municipal. Donc, on procéderait de la même façon. C'est une résolution qui sera passée par l'ensemble des municipalités et des MRC au Québec pour pouvoir, là, justement, avoir une meilleure gestion puis arriver à un petit peu garder un certain contrôle sur les dépenses parce que si on n'a aucun contrôle, pour nous, à l'Aude-Lumière, là, c'est une facture au-dessus de 150 000, c'est une de nos plus grosses factures dans notre budget. Si on n'a aucun contrôle sur cette facture-là, ben, à un moment donné, c'est comme un peu anormal. Donc, c'est les deux aspects. Donc, protéger les éléments d'entente actuels et faire une nouvelle étude pour voir vraiment où on s'en irait pour garder un certain contrôle par rapport à la facturation au niveau de la Sûreté du Québec. Avez-vous des questions ou des commentaires par rapport à ça? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la résolution en question. Proposé par Philippe, appuyé par Nadine. Ça va pour tout le monde? Oui.
Parfait, merci. En 11.1, pardon, l'acquisition du lot 58-77-178 au point commercial de la route Saint-Jean-Baptiste. Je vous l'ai mis sur un petit tableau. Dans le fond, quand on arrive au point de Saint-Jean-Baptiste commercial, il y a une toute petite pointe. Quand les routes ont été remises aux municipalités, comme ce n'est pas une route, elle n'a pas été remise, elle appartient encore au ministère des Transports, mais ce n'est pas entretenu, rien. Dans le fond, comme on l'avait fait pour le Belvédère Richelieu, on referait l'acquisition de cette petite pointe-là pour pouvoir en faire l'entretien correctement au niveau des routes. C'est exactement les mêmes modalités, le même montant, un montant de 1100 $, un peu plus de 1100 $ à donner pour ce portail qui est rare. On va chez le notaire et la municipalité reprend ça. Ça vient continuer notre ménage, entre guillemets, de l'ensemble des bouts de chemin et des terrains là, qui doivent être réorganisés au niveau de la municipalité. C'est une petite transaction, oui, puis les frais de notaire sont assumés par la municipalité. oui, toujours. Ils ne s'arrondent pas le 11 000. Le 1100. Le 1100, Non, le 1100, c'est le montant du ministère. C'est le même montant qu'on avait fait. Non, ici, on a une résolution sur l'ensemble. La résolution, c'est que dans le fond, vous m'autorisez, moi et Caroline, à procéder à l'ensemble de l'opération et à signer tous les documents qui sont inhérents à l'acquisition. Ça va? D'autres questions, commentaires? Non? Sinon, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Robert, appuyé de Philippe. Ça va pour tout le monde? Oui. Super, merci. En 12.2, c'est un projet d'acquisition d'un tracteur compact. Actuellement, on a beaucoup de tâches à réaliser au niveau principalement des services de voirie et autres. Et tout se fait très, très manuellement. Donc, ce qu'on voudrait, c'est quand même être plus efficace puis réduire les risques de blessures chez nos travailleurs parce qu'il y a beaucoup de matériel lourd qui doit être transbordé, tout ça. Donc, on ferait l'acquisition d'un tracteur compact avec quelques équipements, souffleurs à neige, débroussailleuses, pelle à vent et fourche, ce qu'on appelle vulgairement les palettes. Puis, on pourrait à ce moment-là augmenter beaucoup l'efficacité et l'efficience de nos gens en réduisant les risques. Quand vous avez à décharger une palette complète d'asphalte froid dans le sac, ça peut devenir dur. Puis quand vous devez remplir un trailer à petite pelle, ce n'est pas quelque chose qui est le fun actuellement. Donc, on viendrait positionner un équipement. Ce qu'on vous demanderait ce soir, tout simplement, c'est de permettre au coordonnateur de travaux publics de lancer un appel de soumission officielle pour qu'on ait les prix réels par rapport à ça, pour qu'on puisse bien calculer l'investissement qui serait fait. Donc, c'est tout simplement un appel pour avoir de façon officielle. Aviez-vous des questions ou des commentaires? Non. Non. Donc, proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour mandater le coordonnateur. Marin et Robert, ça va pour tout le monde? Oui. Superbe. On continue donc. On n'avait rien en 13, on tombe en 14 avec la vente de la chenillette. Actuellement, on a la chenillette. On sait que les glissades ne sont plus en opération. On sait que les remontées ont été cadenassées suite à une visite par le ministère, pas le ministère, pardon, mais la Régie du bâtiment. Donc, les glissades ne sont plus opérationnelles. La chenillette elle-même est en mauvais état, demanderait beaucoup de réparations. Donc, il a été, puis elle prend de la place aussi, là, sur le temps passant, fait qu'on pourrait libérer ça. Donc, il y a eu une offre qui a été mise sur Marketplace et on a quelqu'un qui s'est pointé qui serait prêt à en faire l'acquisition pour 8 000 $ sans aucune garantie ni rien. Donc, ça permettrait de libérer l'espace. Il y avait quand même pour pas mal de réparations à mettre dessus, là. Ça dépassait les 10 000 $, je pense. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, on procéderait simplement à la vente de la chenillette. D'accord. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour la vente, Nadine et Robert. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, excellent. On a donc passé à travers l'ensemble du projet ce soir. C'était pas une très grosse séance ce soir. On serait déjà rendu à la période des questions du public. Monsieur Brodeur-Durand? Pardon? C'est la chenillette simplement. Bon. Parfait. Madame Isabelle? Je ne poserai pas de questions sur la qualité. C'est la séance qu'on a eue là, pour qu'on voulait organiser santé, la réunion de santé. Là. La coop de santé? Yes. Oui. Je veux savoir, il y a quelque chose qui est différent. Vous avez parlé qu'il y avait des cliniques qui avaient fermé. Qu'est-ce qu'ils font avec les médecins? Dans le fond, les cliniques. Les médecins qui étaient à ces cliniques-là qui ont fermé, ne peuvent pas les transférer? Les cliniques ont fermé parce que les médecins sont partis. Si on regarde, mettons, la clinique de Sainte-Agathe, qui était le docteur Noël, qui était là-bas, le docteur Noël, je pense qu'il a pris sa retraite. Il était le seul qui était sur place.
La clinique de Saint-Agapi, qui est l'autre clinique qui a fermé, c'était le docteur Grenier qui était là depuis très, très, très longtemps. Puis lui, c'est pareil, il est parti à la retraite et il n'y avait pas de médecin pour les remplacer à l'intérieur de ces cliniques-là. Fait qu'on on veut pas arriver avec le même constat dans 5-6 ans à Sainte-Foy. C'est pour ça qu'on veut prendre les devants et bouger en conséquence. Ça va? Bienvenue. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui, monsieur. Un certain temps que je n'étais pas venu au conseil. Puis, je sais qu'on a un projet ici, là, domiciliaire. Oui. C'est un projet de 1,9 million. Bien, le projet, oui, si on le prend au total, l'achat des terrains, plus le côté travaux, si je veux dire, la mise en place des infrastructures. Ma question est la suivante, c'est qu'au conseil, est-ce qu'on peut nous donner un résumé de ce qu'on est rendu avec ça? Oui, Parce bien. que tous les mois, on pourrait peut-être avoir un petit 5-10 minutes, 15 minutes. Oui, bien. Donner Je peux vous en faire un très, très rapide actuellement. Actuellement, au niveau des travaux, ça se passe quand même relativement bien. Normalement, l'ensemble des travaux sur le site devrait être terminé pour la mi-décembre. Fait que c'est l'entreprise La Fontaine qui a eu le contrat là, est très, très efficace. Là. Oui, on nous parle de ça. Ce qui va nous rester à faire après ça, ça va être l'entrée de tout Hydro-Québec et tout ça qui devrait se faire ça au niveau de 2025, début été 2025, probablement. Les tas de terre vont disparaître. Les tas de terre vont disparaître. Les tas de terre vont disparaître. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Après la prochaine rencontre de chantier qu'on aura, on pourra peut-être vous donner une information. Non, mais si on peut avoir un petit update. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Guilbeault? Tu vois, directeur général, c'est combien le directeur général des langues? De l'heure, je ne pourrais pas vous dire ça, je ne m'en rappelle pas. Là. Souvent, le monde des DG, c'est souvent catégorisé dans. Si on s'en va, bon, on s'en va en autre, on appelle d'offres pour un nouveau DG, c'est merci d'aller d'avant avec ça. Sur un terme qui est indéterminé. Maintenant, c'est vous estimez à combien de temps avant qu'on a pu savoir les réponses. Et la question, c'est. Des réponses par rapport à. Pour avoir peut-être une potentielle candidature. Okay. Ma question est la suivante. Donc, la DG doit gagner 60 pièces à l'heure. Portier-Ville gagne 30 millions. Allez-vous bonifier un peu l'offre salariale de l'Union? Parce que je pense que c'est avant qu'on ait un DG qui est l'allure. Pourquoi justement se ramasser peut-être avec les DG qui orbitent, qui se promènent autour des municipalités, chercher peut-être plus loin. Notre façon de voir depuis un bout de temps, quand on fait nos dotations, ce qu'on a fait dans les derniers postes, pas juste DG, quand on l'a regardé au coordonnateur de travaux publics, aux loisirs, etc., on a upgradé effectivement les notions de salaire et tout ça pour être sûr d'avoir, puis on a augmenté un peu aussi les conditions de travail pour aller chercher du personnel qualifié, puis essayer de faire de la rétention de ce personnel-là aussi. C'est dans notre façon de penser actuellement par rapport à ça. Vous allez voir, on devrait santé, on pense en janvier, février, vous allez commencer à faire des emplois. Nous autres, dans le fond, le comité de dotation va préparer l'offre, va l'envoyer, puis le plus rapidement possible. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Avec les chiffres qu'on nous a présentés il y a 2 mois, on ne pouvait pas faire ça avant. On savait que le DG la première option qu'on avait faite, c'était exactement la même qu'on avait fait pour avoir M. Taillefer. C'est ça. Le DG par intérim au niveau de la FQM. On attendait le résultat qu'on a eu. Le dernier résultat, on l'a eu vendredi passé. Donc là, on décolle, on n'attend pas, on ne fait pas une 3e semaine. C'est vraiment vos questions, il y a quelques questions. Ben, réalisez avec une autre, puis je vérifierai après. Alors, la page dans le fort pour le comité de la chapelle. Le comité va connu, ça, M. le maire, là, je regarde le général Gosselin qui est là, qui est en charge de ce comité-là. Il semble pouvoir dire qui, oui ou non, va pouvoir louer ou occuper la chapelle pour une quelconque activité. Je vais avoir votre point de vue là-dessus, par rapport justement aux comités qui sont reconnus. Ça ressemble drôlement à la Calef un peu avec le. Non, c'est très différent. C'est très différent. Dans le sens où il y a deux groupes qui sont de nature plus culturelle, si je peux dire, qui sont des services directs de la municipalité. Ce n'est pas une organisation, là. C'est des bénévoles qui travaillent pour un service direct de la municipalité. C'est la bibliothèque et la chapelle de procession.
Dans les deux cas, les mandats sont précis, sont très, très clairs. OK? Du côté de la chapelle de procession, il faut bien séparer deux choses. Le mandat du groupe de bénévoles qui opère la chapelle, c'est de l'opérer en y mettant des activités culturelles dans une programmation qui est prévue, avec un budget qui est prévu à la municipalité pour ça. Puis, dans un deuxième temps, la chapelle elle-même, le local en tant que tel, c'est un local qui ne fait pas partie de l'offre, parce que vous avez parlé du mot location. Ce n'est pas un local qui fait partie de l'offre de location des plateaux au niveau de la municipalité. Donc, c'est un endroit qu'on ne loue pas ou qu'on ne prête pas à d'autres organismes. Et vous d'avoir une exposition d'art pour les services. Ça, c'est dans la programmation culturelle, dans le mandat qui a été donné, ce qui est très différent. Une programmation culturelle versus non. Non, c'est dans la programmation des activités de la municipalité même. Même dans le sentier. Je peux rajouter des arguments justement. Bon, je comprends qu'il y a certains citoyens qui peuvent avoir accès à la chapelle. Il y en a d'autres peut-être avec leurs activités qui sont probablement plus culturelles que bien les expositions qu'on a vues là. Ils n'ont pas accès. Il faut, dans le fond, il y a une programmation qui se fait en début d'année pour la chapelle. S'il y a des gens qui ont des choses à proposer en début d'année sur la programmation, peuvent le faire. Puis, il y a un choix qui est fait par la suite sur les activités qui sont tenues. Parfait. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres questions. Si vous en avez d'autres, après, je vais vous revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la salle? Non? Oui? Justement, cette chapelle-là, est-ce qu'on est capable d'aller aux toilettes? Est-ce qu'on est capable de se laver les mains? Si on veut faire quelque chose de C'est un plateau qui est utilisable l'été. L'hiver, c'est pas isolé rien. Il y a un chauffage minimum qui est à l'intérieur. L'eau est fermée. Donc, non, elle n'est pas utilisable. Ouais. Puis une des raisons pour lesquelles on ne met pas cette chapelle-là ouverte au grand public, si je peux dire, pour la louer et tout ça, c'est qu'on n'a pas de terrain. On a 3 pieds tout le tour de la chapelle. Okay? Donc, ce n'est pas facilitant pour les choses de ce côté-là. Ça prend des ententes spéciales de stationnement, etc., etc. Fait qu'on ne veut pas embarquer là, dans ce genre de situation-là. C'est pour ça qu'on s'en tient tout simplement aux opérations même de la municipalité. Ça vous va? Parfait. Oui, M. Libaud. Venez-vous avec les affiches puis, pour le développement domiciliaire puis le contrat de tourtage? C'est 3 mois qu'on demande. Au niveau du contrat, on a déjà une personne de rencontrer. On attend son projet d'offre de service. OK? On l'a rencontré. Fait que la minute qu'on a ça, c'est avec lui qu'on va pouvoir déterminer la suite des choses parce que souvent, ils ont des normes précises avec leurs associations à eux sur la façon de faire les choses. Donc, c'est des choses qui s'en viennent quand même assez rapidement. Une personne intéressée à ça. Il y en a une qui a été approchée pour ça. Comment vous avez fait des annonces pour justement? On a sollicité directement quelqu'un en fonction de sa réputation. C'est pas vraiment c'est ça, on a sollicité quelqu'un avec qui avait une excellente réputation. Non, c'est pas cette candidat-là qu'on a approché. Pardon? Le candidat qu'on a approché a une grande expérience dans le monde du municipal, en a fait beaucoup. Donc, on y va avec lui dans ce cadre-là. Il en fait déjà beaucoup pour le Clairville, pour Issoudun, pour d'autres municipalités. Non, absolument pas. C'est parce que quand on lance pas ça à large, surtout un projet de 1,9 million de 60 terrains, on a 100 personnes qu'on a pour les autres, ça peut soulever des questions. Tout de suite, ça peut soulever des questions. Il faut que je les attends tout de suite à soir, puis ça va répondre. D'accord avec moi? Ben, ça peut soulever des questions, mais on a tout à fait confiance en la personne. C'est pas avoir confiance en elle, c'est de proposer aussi c'est quoi la meilleure offre. Aviez-vous une autre question? Une dernière. Oui. Expliquez-moi les panions du 300e, en plus que vous êtes sur le comité du 300e. Expliquez-moi ça au mois de novembre pour mettre les panions. Comment ça a coûté ces panions-là? De quel panion? Les petits panions qu'on a mis sur les téléphones dans le village au mois de novembre. Je ne vois pas de quoi vous parlez de panions. Les panions du 300e. Bon, mais ils sont pas mis. On ne les a pas mis au mois de novembre. Hein? Au mois de juin. Oui, ils ont été là tout l'été. Ça a été mis au mois de juin? Oui, ils ont été là tout l'été, ces panions-là. Peut-être que je ne juste pas. Non, ça se peut. Quand même, on est 6 mois dans le pourcentage, c'est correct. Ça fait tout mes questions. Parfait. Est-ce qu'on avait d'autres questions?
Sinon, ça met fin à la période. Je demanderai lever de l'Assemblée par Robert, appuyé de Fidèle au poste. Laurent. Merci beaucoup tout le monde de votre présence. Je vous rappelle, pour les extraordinaires, ils vont être annoncés sur le site de la municipalité. Vous pouvez les consulter.